Donald Trump est en train de perdre le contrôle. Et cette fois, ça ne se cache plus. Un scandale explosif est en train d'engloutir son administration. Et il est aussi humiliant que désastreux. Le département du travail, censé défendre les travailleurs américains, devient le symbole grotesque d'un système gangréné par l'abus de pouvoir et la dissimulation stratégique. Et voici l'élément incriminant. Il savait. Depuis décembre, des enquêtes internes sont ouvertes. Décembre. Cela signifie que pendant des mois, la Maison-Blanche fonctionne en mode panique pendant que le public est tenu à l'écart. Ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas une erreur bureaucratique, c'est une décision politique. Accès restreint, investigation silencieuse, mesures disciplinaires non annoncées. On ne fait pas cela quand on est innocent. On fait cela quand on essaie de contenir une bombe. C'est le cauchemar absolu pour MAGA, parce que cette fois, leur stratégie habituelle, accuser les médias, hurler à la chasse aux sorcières, pratiquer le magical thinking, ne fonctionne pas. Les faits viennent de l'intérieur, de leur propre nomination, de leur propre cercle. Donald Trump était informé depuis des mois, et il n'a rien fait de visible. Pas de rupture morale, pas de tolérance zéro, seulement le silence. Pourquoi ? Parce que ce système ne repose pas sur la responsabilité, il repose sur la protection mutuelle. Une cabale politique où la loyauté personnelle prime sur la loi. Ce n'est pas un incident isolé, c'est un schéma, un modèle récurrent de gestion par le secret et l'étouffement. Et quand une administration commence à gérer ces scandales comme une opération clandestine plutôt que comme une crise publique, c'est que la peur s'est installée au sommet. Si cette affaire éclate seulement maintenant, après des mois de silence stratégique, combien d'autres vérités explosives sont encore en train d'attendre leur tour? Parce qu'un système qui pourrit par la tête ne se corrige pas, il s'effondre. Maintenant, mettons les choses à plat. Parce que ce que cette administration fait toujours en premier, c'est nier, minimiser, gaslighter le public. Rappelez-vous la ligne officielle. Transparence, intégrité, tolérance zéro pour les abus. On nous répète que cette équipe est la plus forte sur la loi et l'ordre. Vraiment? Regardons les faits. Des investigations internes sont ouvertes depuis décembre. Cela signifie que des signaux d'alerte existaient déjà. Cela signifie que des plaintes avaient circulé. Cela signifie que l'inspecteur général était saisi. Et pourtant, publiquement, silence radio. Aucune déclaration majeure. Aucune mise à distance immédiate. Aucune conférence de presse expliquant la situation. C'est ça, le premier indice. Maintenant, faisons ce que cette administration déteste. Examinons leurs propres paroles. Let's look at what they really said. Quand la secrétaire au travail apparaît sur les plateaux économiques, elle parle de stabilité. Elle parle de croissance. Elle parle de confiance des consommateurs. Elle présente l'image d'un département discipliné, responsable, axé sur la performance. Mais en coulisses, des enquêtes sont en cours. Des restrictions d'accès sont imposées. Des comportements incompatibles avec un environnement de travail sain sont examinés. Vous voyez le décalage? D'un côté, un discours calibré, lisse, rassurant. De l'autre, une gestion interne en mode confinement. C'est du gaslighting institutionnel. Et ce n'est pas la première fois que des signaux d'alerte apparaissent autour de cette nomination. Il existe un précédent, des allégations antérieures concernant un environnement de travail problématique, un règlement financier passé lié à des comportements au sein d'un bureau précédent. Ce n'est pas une surprise tombée du ciel. Alors la question devient, pourquoi cette personne a-t-elle été choisie malgré ses antécédents? Parce que dans l'univers Trump, la loyauté personnelle prime sur l'éthique professionnelle. Et maintenant, regardons le calendrier. Décembre, ouverture des investigations. Des mois passent. Aucune communication proactive. Ce n'est pas de la gestion de crise transparente. C'est une stratégie d'attente. Une tentative de gagner du temps en espérant que rien ne fuite. Mais quelque chose a fuité. Et maintenant, la machine MAGA tente d'ajuster le récit. Vous allez entendre des mots comme procédure normale, examen de routine, attaque politique. C'est le manuel classique. Redéfinir la réalité, diluer la gravité. Mais bannir quelqu'un des couloirs d'un ministère fédéral n'est pas une procédure normale. Ouvrir une investigation de l'inspecteur général n'est pas une formalité administrative anodine. Ce sont des mesures sérieuses. Des mesures qui indiquent qu'il existe un problème réel. Et voici l'élément clé. Donald Trump était informé.
Cela signifie que le sommet de l'exécutif savait qu'un scandale potentiel couvait au sein d'un département crucial pour l'économie nationale. Et qu'a-t-il fait? Rien de visible. Pas de suspension immédiate, pas de déclaration forte, pas de démonstration publique d'intolérance face aux abus de pouvoir. Pourquoi? Parce que reconnaître le problème aurait brisé le récit de compétence et de moralité que cette administration tente de projeter. C'est ça le point central. Ils ne protègent pas les institutions, ils protègent l'image. Ils ne défendent pas l'intégrité, ils défendent le pouvoir. Et plus vous observez ce schéma, silence initial, gestion interne secrète, communication minimale, plus cela ressemble à une culture enracinée de dissimulation. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle de gouvernance. Maintenant, entrons dans le cœur du dossier. Parce que ce qui distingue un simple scandale d'un effondrement institutionnel, ce sont les documents, les dates, les traces administratives, les décisions prises dans l'ombre. Commençons par le calendrier. Décembre, ouverture formelle d'investigation interne. Ce n'est pas une rumeur médiatique, ce n'est pas une spéculation politique. Une investigation de l'inspecteur général signifie qu'un seuil de gravité a été franchi. Je veux que vous compreniez bien cela. Un inspecteur général n'ouvre pas un dossier pour un malentendu mineur. Il faut des éléments crédibles, des signalements, des témoignages, des incohérences documentées. Et selon les informations révélées, des mesures concrètes ont suivi. Regardons cela de plus près. Je lis ici que des restrictions d'accès aux bâtiments fédéraux ont été imposées à une personne liée directement à la secrétaire au travail. Restreindre l'accès à des installations fédérales n'est pas une décision symbolique. C'est une mesure administrative lourde. Cela signifie qu'il existait un risque perçu. Pause. Réfléchissez à cela une seconde. Si la situation était insignifiante, pourquoi déclencher une mesure aussi drastique? Ensuite, examinons le rôle de la secrétaire elle-même. Les documents mentionnent un environnement de travail jugé problématique. L'inspecteur général enquête non seulement sur les comportements externes liés à son entourage, mais aussi sur la gestion interne du département. Je veux citer le point clé, environnement de travail hostile. Ce terme a un poids juridique précis. Il implique des comportements répétés, un climat délétère, une atteinte potentielle aux droits des employés. Ce n'est pas une simple dispute professionnelle. Et cela devient encore plus troublant lorsque l'on relie ces éléments à des antécédents. Il existe un règlement financier antérieur, proche de 100 000 $, lié à des comportements survenus lorsqu'elle occupait une fonction précédente au Congrès. Le Trésor a payé. Ce détail est crucial, parce que cela signifie qu'il y avait déjà des signaux d'alerte publique avant même sa nomination à la tête du département du travail. Et malgré cela, elle a été choisie. Pourquoi? Parce que dans cette administration, la qualification principale n'est pas la compétence institutionnelle, c'est la loyauté personnelle. Maintenant, continuons. Les investigations actuelles incluent l'examen de réunions privées et de comportements personnels pouvant entrer en conflit avec l'éthique attendue d'un haut fonctionnaire. Je veux que vous entendiez bien ce mot, conflit éthique. Quand l'inspecteur général commence à rechercher des enregistrements, des traces vidéo, des logs d'accès, cela signifie que l'affaire a dépassé le stade de la rumeur. Cela devient probatoire. Et pendant que tout cela se déroule, publiquement, la secrétaire au travail apparaît à la télévision. Regardons ce contraste. Elle parle de croissance économique, elle parle de confiance des marchés, elle parle de stabilité. Mais en parallèle, son département est sous investigation. C'est un double récit, un récit public de normalité, un récit interne de crise. Et plus on examine les documents, plus on observe une tentative de contenir l'information. Aucune communication proactive majeure depuis décembre, aucun point presse détaillant les mesures prises, aucun engagement clair envers la transparence. C'est une stratégie d'étouffement progressif. Et il y a un autre élément que nous ne devons pas ignorer. Donald Trump était informé. Cela signifie que le sommet exécutif savait qu'un membre du cabinet faisait l'objet d'une investigation sérieuse. Et pourtant, aucune suspension immédiate, aucune déclaration forte rappelant les standards éthiques. Pourquoi? Parce qu'admettre le problème aurait fissuré le récit de loi et ordre que cette administration revendique constamment. Et cela nous amène à une conclusion plus large. Ce dossier n'est pas seulement une question de comportement individuel, c'est une question de culture institutionnelle. Une culture où les alertes sont gérées en interne.
Les communications sont retardées. L'image passe avant l'intégrité. C'est ce que j'appelle une gouvernance par containment. On ne corrige pas immédiatement, on ne nettoie pas publiquement, on attend, on temporise. On espère que l'attention médiatique se déplace ailleurs. Mais cette fois, cela ne fonctionne pas. Parce que les traces administratives existent, les dates existent, les décisions existent. Et chaque mesure prise en silence depuis décembre devient maintenant une pièce à conviction politique. Ce n'est pas un accident bureaucratique, c'est un système défensif qui révèle sa propre fragilité. Et quand un gouvernement commence à consacrer plus d'énergie à gérer les scandales qu'à gouverner, c'est que l'érosion est déjà avancée. Maintenant, reculons encore d'un pas. Parce que si vous pensez que cette affaire est isolée, vous manquez le tableau d'ensemble. Ce scandale n'émerge pas dans le vide. Il s'inscrit dans un environnement politique où la confusion morale est devenue normale, où la loyauté personnelle a remplacé la compétence et où l'indignation sélective est devenue une stratégie. Regardons le sommet. Nous parlons d'une administration dirigée par un président reconnu civilement responsable d'agressions sexuelles dans une affaire largement médiatisée. Une administration qui a passé des années à minimiser, retarder, attaquer les plaignants plutôt qu'à affronter les faits. C'est le contexte. Quand le sommet banalise les accusations graves, quand le discours public transforme tout en chasse aux sorcières, le signal envoyé en interne est clair. Protéger le cercle, coûte que coûte. Ce n'est pas un accident si des crises éthiques surgissent à répétition. C'est un climat. Et pendant que cette administration prétend défendre la moralité traditionnelle, elle est constamment rattrapée par des scandales impliquant ses propres membres. C'est là que l'hypocrisie devient grotesque. On parle de valeurs, on parle de discipline, on parle de respect de la loi. Mais lorsque des signaux d'alerte apparaissent, la réaction est le silence stratégique. Et ce silence est dangereux, parce qu'il normalise l'idée que le pouvoir protège le pouvoir. Ajoutons une autre dimension. La stabilité économique. La secrétaire au travail est censée être l'un des visages de la confiance économique. Elle intervient publiquement pour rassurer sur l'emploi, la croissance, la solidité des indicateurs. Mais comment parler de stabilité quand votre propre département est sous investigation interne? La crédibilité est une monnaie politique. Et cette monnaie est en train de se dévaluer. Ajoutez à cela l'historique de nominations controversées au sein de cette administration. Des responsables choisis pour leur loyauté plus que pour leur expérience technique. Des figures impliquées dans des controverses répétées. Des départs forcés. Des remaniements chaotiques. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle de gestion. Un modèle où la fidélité personnelle est la première qualification. Et quand la loyauté prime, la responsabilité recule. Ce scandale s'inscrit également dans une période de tension politique accrue. Les élections approchent, les sondages fluctuent, la polarisation est maximale. Dans ce contexte, chaque révélation devient amplifiée. Et ce que nous voyons ici, c'est un affaiblissement progressif de l'autorité morale de l'administration. Pas une explosion unique, une érosion lente. Regardez la réaction publique. Indignation, méfiance, fatigue. Même parmi certains électeurs traditionnellement favorables, la répétition des crises crée une lassitude. Combien de fois peut-on invoquer la chasse aux sorcières avant que cela perde son efficacité? Combien de fois peut-on promettre l'ordre tout en gérant le chaos interne? Et pendant que ces controverses s'accumulent, d'autres problèmes nationaux exigent de l'attention. Inflation persistante, tensions internationales, défis structurels du marché du travail. Mais au lieu de concentrer l'énergie politique sur ses priorités, l'administration est contrainte de gérer des incendies éthiques internes. C'est cela, le vrai coup. Pas seulement en termes d'image, en termes de gouvernance. Un gouvernement obsédé par la protection de son cercle interne n'est pas pleinement concentré sur le pays. Et c'est ici que la question fondamentale surgit. Sommes-nous face à des erreurs individuelles ou à la phase finale d'un système politique basé sur la survie plutôt que sur le service public? Parce qu'à chaque nouveau scandale, la défense devient plus mécanique, plus prévisible, plus fragile. Et quand la défense devient fragile, cela signifie que la structure elle-même est sous pression. Ce n'est peut-être pas l'événement qui fera tout basculer, mais c'est un symptôme d'un système qui fonctionne en mode réaction, pas en mode responsabilité. Et l'histoire politique nous montre une chose, quand les scandales deviennent structurels, la chute n'est jamais loin. Voici la ligne de fracture. Ce scandale n'est pas seulement une question de comportements internes ou d'enquêtes administratives. C'est la différence fondamentale entre la vérité et la dissimulation.
entre la responsabilité publique et la protection d'un cercle de pouvoir. Depuis décembre, des signaux existaient, des investigations étaient en cours. Et pourtant, le silence a prévalu. Ce n'est pas ainsi qu'une démocratie saine fonctionne. Un gouvernement digne de ce nom affronte les faits immédiatement. Il ne les enterre pas, il ne temporise pas, il ne mise pas sur l'oubli collectif. Ce que nous voyons ici, c'est un modèle. Gérer les scandales en coulisses, contrôler le récit, espérer que l'attention se déplace ailleurs. Mais la transparence n'est pas optionnelle, elle est essentielle. Et c'est précisément pour cela que ces révélations comptent, parce qu'elles exposent un choix politique, protéger l'image ou protéger les institutions. Nous ne pouvons pas normaliser cela. Nous ne pouvons pas accepter que la loyauté personnelle remplace l'éthique publique. Si vous voulez continuer à suivre ces analyses approfondies, soutenez le journalisme indépendant. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, amplifiez ces discussions. La démocratie ne s'effondre pas en un jour. Elle s'érode quand nous cessons d'exiger des comptes.